Et donc, il y avait, pour les transports, pour le transport de fonds, dans un premier temps, parce qu'après les transports de fonds se faisaient de manière beaucoup plus directement par le système bancaire, mais dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a eu les valises mais ça, c'était un moment folklorique au départ, mais après, ça se fait différemment. Mais pour les hommes, pour le matériel, ça a continué par des passeurs. Alors, c'est ça à quoi servent les réseaux de soutien, de Janson et Curiel, et ceux qui ont... Il y a quand même certains qui ont à 10 ans de prison, c'était pas un engagement mineur. Après, il y a eu la question, effectivement, du matériel, entre autres, du Moudjahid, pour qu'il entre en France, pour qu'il soit aussi diffusé en France, ce qui a pu être fait jusqu'à l'indépendance. Il y a eu une arrestation en Suisse, alors au lieu de l'imprimer en Suisse, tout simplement, on le recevait de Tunis par paquet. Et puis, là, je le transmettais à un passeur qui, lui, passait la frontière et qui était un Suisse, alors qu'il était là. Donc, il y a eu des Suisses et des Français, surtout les Français d'abord, mais quand même aussi les Suisses, qui ont participé à ça. Il y avait des hébergements, il y avait la Fédération de France s'est réunie en Suisse, et elle était hébergée dans une maison dont ils ne sortaient pas. Et avec chez deux un peu arsenic et vieille dentelle, de vieilles dames mais très engagées, pas du tout superficielles, très engagées depuis les années 30 dans l'antifascisme, etc., qui étaient très solidaires des Algériens, et avec cette note très touchante qu'il y avait, le soir, quand ils se couchaient, ils allaient dormir sur leur table de nuit, il y avait une branche de chocolat suisse. Oh, un peu de douceur dans ce monde de voilà. Oui, de rappeler effectivement l'importance le rôle des Algériens effectivement en Europe et encore plus en... Non, mais je pense que le rôle de la Fédération de France dans l'histoire de la guerre d'Algérie est très sous-estimé. Il est très sous-estimé. Il a été très important sur plusieurs terrains. D'abord, c'est la seule lutte de libération qui a porté la guerre sur le territoire de la métropole. C'est la seule. Il n'y a pas d'autre lutte de libération qui a en même temps pu mener la lutte sur le sol de la métropole. Ensuite, la Fédération de France a été un poumon financier pour le FLN. Un poumon financier. Par les cotisations récoltées. Bon, il y a eu des appuis internationaux, des appuis extérieurs, c'est sûr, on ne peut pas les nier. Mais... il y avait là une ressource financière sûre, parce il n'y avait pas besoin de quémander à l'étranger, qui était là en permanence depuis 54 à 62, enfin 50-56, mais en France très vite. Il y a eu le problème du MNA au début, qui n'a pas été, bien sûr... c'était compliqué, on m'a très compliqué, et là, Mohamed Mechati, qui est un des 22 qui avait été envoyé en France, parce qu'il avait des problèmes de poumons et deux, malade, mais aussi pour organiser la Fédération de France, m'a dit la première rencontre avec la question du MNA, on était 3 dans un café en face de l'église de Pantin. Et on s'est réparti la France à 3. Il y en a un qui a dit « moi je fais l'Est », c'est lui, un autre qui a dit « moi je fais le Paris », et un troisième qui a dit « je fais le Nord », ou enfin les endroits où il y avait le plus d'Algériens. Plusieurs fois, il a dû courir pour échapper au MNA, etc. Le premier mort est un cafetier FLN, voilà, donc c'était très dur. Et c'est intéressant parce qu'il m'a expliqué comment, pour tous les Algériens en France, la plupart, c'était le MNA qui a déclenché la lutte de libération. Ils étaient convaincus. Ils ignoraient que Salah Hadji, effectivement, à ce moment-là, avait dit non. Il avait dit non. Il avait dit non aux émissaires des 22 qui étaient venus le trouver. Donc, et puis ensuite, créer le conflit. Mais il m'a dit un argument qui a beaucoup porté, c'est
on parlait à 2-3 Algériens, on disait, écoutez, si vous voulez savoir qui fait la lutte, vous êtes 3 ou 4, vous cotisez, un d'entre vous va dans votre village. Et ils vous diront, dans le village, qui fait la lutte. Il m'a dit c'est un argument très important pour, à l'intérieur de l'émigration, et même au sein du MNA, de faire comprendre que c'était pas le MNA, c'était pas Messa Liège qui était à la tête. Bon, finalement, ça c'est encore... Oui, mais c'est une histoire. Oui, mais c'est une histoire qu'on connaît la règle pas. de l'os, bon, le problème de MNA était réglé par une guerre civile terrible, mais voilà. Mais donc, ce qui a, pour nous, finalement, ce qui a aussi été important dans le soutien, c'est que les militants algériens et algériennes, les deux, étaient admirables. Enfin, c'était du courage. Il n'y avait jamais de doute, il n'y avait pas, mais quelle que soit la situation, il y avait quelque chose d'inébranlable, de solide. Ça, c'est une chose très forte qui est. Et c'est ce que je me souviens au moment de 62 moment de l'indépendance. J'étais avec Robert Zavzi et il m'a dit, tu vois, on a un avantage sur les autres, nous on sait que c'est possible. Et c'est vrai, c'est vrai. Je disais, mon papa était cafetier en Lorraine, en Moselle, donc effectivement, et maman a perdu... les cafés ont joué un rôle énorme. Voilà, c'était un l'épicier et le café. Oui, c'était un maillon, effectivement, très essentiel. Essentiel, et je sais que dans la lutte, effectivement, MNA, FLN, naissance, c'est ça, maman a perdu à l'époque un de ses cousins proches, qui en plus a été assassiné vraisemblablement par le MNA, mais en plus c'était même pas, c'était une erreur, enfin ils l'ont confondu. C'était cette lutte-là aussi qu'on me raconte, puisque maman est venue en France en juin 58, papa était déjà installé comme cafetier, et mes aînés me racontent effectivement ces choses, c'est que avant même cette lutte fratricide était terrible. Bon, voilà. Non, mais ça, je pense que c'est pour nous, finalement, qui contribue beaucoup à disons, à ne pas avoir... encore une fois, la police suisse, plusieurs fois, m'a dit, vous arrêtez, etc. Comment aller dire, j'arrête? Comment aller dire aux Algériens, j'arrête, quand on les connaît, quand on parle avec eux... Dans la trahison, j'ai compris que c'était pas dans votre caractère. Inimaginable, donc ça ne s'est jamais traversé et posé à moi une question. Mais aussi parce que un exemple que je cite très souvent, le premier prisonnier que j'ai accueilli après, a passé les frontières, il s'était évadé, c'était un militant qui est de la région vers la frontière marocaine. Il a été arrêté en Algérie très tôt, puis transféré au Beaumet à Marseille. Et donc il était depuis quelques années au Beaumet à Marseille, et il a réussi à s'évader. Il m'a dit, je maintenait la forme physique parce qu'il faut... Bon. Et là, il me raconte son évasion. Après son évasion, bon, il saute, il arrive, il y a une voiture qui l'attend. La voiture, on est dans la nuit, bien sûr. Et là, c'est lui qui me raconte, il me dit, on l'a amené chez les Algériens, on ne l'amenait pas chez les Français. On l'a amené dans une famille algérienne, avant qu'il soit transféré vers la Suisse où il est arrivé. Et il a demandé à ceux qui étaient dans la voiture, qui l'avaient récupéré, attendons l'aube pour réveiller les frères. Il s'évadait de prison. Mais il ne fallait pas... Voilà. Il fallait attendre l'aube pour réveiller les frères. Voilà, c'est ça. Quelle dignité, quel respect de l'autre malgré toutes les difficultés. Merci, vraiment, merci M. Anderson d'avoir en plus partagé avec nous quelques anecdotes. Vos liens aujourd'hui avec l'Algérie?
Ils sont, pour moi c'est le peuple qui a libéré l'Algérie. C'est le peuple. Hein, c'est le peuple. Seulement, je crois qu'il y a c'est un exemple exemplaire. Je pense là, parce qu'il y avait une irréductibilité qui n'était possible que si le peuple, qui n'est jamais à 100%, mais la majorité du peuple, rien ne pouvait la faire céder. Et je crois qu'il y a eu la lutte armée, il y a eu les maquis, il y a eu tout ça, naturellement, quand je joue un rôle essentiel, il y a eu le déclenchement, le 51er novembre. Mais je crois qu'un événement majeur, c'est décembre 60, avec les manifestations, qui sont effectivement spontanées, c'est vrai. Hein. Oui, c'est spontané parce que c'est pas un ordre de l'intérieur de la wilaya, c'est pas un ordre de Tunis, ça jaillit spontanément, c'est vrai. Mais cette spontanéité s'inscrit dans tout le processus de la guerre, c'est-à-dire que c'était la poursuite de donner une nouvelle. De Gaulle est là, il veut l'opposition des pieds noirs, l'armée française tire sur les Français, etc. Et à ce moment-là, cette manifestation où les drapeaux algériens et les you-you sortent de la Casbah et de toutes les Casbahs, toutes les villes d'Algérie, ça montre l'irréductibilité. Le 17 octobre, en fait, est une répétition. Enfin, c'est montré en France la même chose. Mais donc, décembre 60, c'est l'affirmation et qui fait comprendre à De Gaulle qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de retour. D'abord, les colons et pieds noirs sont irréductibles de leur côté. Et de l'autre côté, il faut aller aux négociations. Et donc, c'est vraiment le peuple qui a déterminé jusqu'à l'indépendance cette lutte de libération armée et populaire, et aussi, il faut le souligner, le rôle, l'importance et le travail qui a été fait diplomatique. Hein, c'est une grande intelligence du FLN d'avoir fait la lutte armée, mais de ne pas avoir tout fondé sur la lutte armée. Parce qu'en fait, militairement, l'Algérie a perdu face à l'armée française, militairement. Mais ça a été l'élément déclencheur et déterminant. Mais ils ont su mener une politique, une diplomatie, ils ont su mener une politique en dehors, et ils ont fait et là, ils ont été très intelligents de travailler pas seulement sur le terrain, de tout focaliser sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain politique, sur le terrain diplomatique, sur le terrain humanitaire, enfin sur toutes les choses. Et c'est cet ensemble. Je pense que la plus grande diplomatie algérienne, c'est celle du temps de la lutte de libération, qui était vraiment exceptionnelle. Donc, à la fois, le peuple, qui a été déterminant et qui a imposé les négociations à la France, et parce qu'il était irréductible. Et c'est le peuple qui a vécu, pour une partie, les événements du 8 mai 45 qu'on découvre plus tard. Oui, alors bien sûr, c'est la génération du 8 mai 45 qui est déterminante, parce qu'en fait, 54, c'est 10 ans après, disons, les massacres dans les Aurès, ont été déterminants dans la suite, parce qu'ils ont... C'est intéressant parce que c'est des choses que j'ai appris après, je ne comprenais pas, bien sûr. Mais la défaite de la France en 1940 fait comprendre à une génération que la France n'est pas invincible, en Algérie. Pour les jeunes de ce moment-là, 20 ans, 25 ans, bon. La demi-génération d'après, c'est 54. Là, il y a quelque chose d'irréductible. C'est le fameux général Duval qui dit... qui donne 10 ans, c'est ça. Ouais, je vous donne 10 ans, sachez les utiliser. Il avait parfaitement compris que c'était quelque chose, à partir de là,
Mechati, dont je vous ai parlé, le dit dans son livre, il a fait la guerre parce qu'il était soldat pour nourrir sa mère. Le père était mort, il fallait le frère, la mère, hein, donc il était dans l'armée française. Il a fait Monte Cassino, il était jusqu'à Strasbourg. Ils sont démobilisés, il est vers Marseille, il apprend qu'il y a des événements en Algérie. Il rentre en Algérie, il s'informe de quoi il s'agit, il est encore soldat. Hein. Il pose son habit militaire et gagne les maquis. Hein, le même, c'est ça. 45, c'est le tournant. Hein, et c'est ces générations-là. Mais là où j'insiste sur l'os, c'est que il y a le PPA, l'MTLD, les centralistes, il y a tout ça. Si on avait continué dans cette voie des partis, ça n'aurait pas abouti. C'est clair. C'est eux qui ont donné le ciment, avec tout ce que ça représente de discipline et de dureté, quoi, enfin, bon, mais qui ont donné le ciment contre un colonialisme comme le colonialisme français. Et puis c'est l'occasion, si vous m'autorisez, de rendre hommage, je crois qu'il n'y a plus du tout de survivants, à ces hommes qui ont fait l'armée d'Afrique. Oui. Vous évoquiez Monte Cassino ou d'autres. Hein. Moi, on a tous dans nos familles des gens qui se sont battus. Et puis souvent, mais il faut le dire aussi, même dans les harkis, il y a aussi ceux qui faisaient ça pour nourrir leur famille. Bien sûr, c'est vrai. Il y a le harki qui a torturé, il y a le harki qui était, effectivement, et puis il y en a beaucoup d'autres. Qui ont fait ça pour des raisons matérielles. Ça a divisé dans les familles. Je connais une fois quelqu'un qui m'a dit, la famille de ma mère était FLN, la famille de mon père était harki. C'est aussi un sujet sur lequel il faut apporter de la compréhension. Enfin, dépassionner un peu le sujet, parce que moi je suis toujours un petit peu agacé quand j'entends que le mot harki veut dire prêt. Le harki qui a torturé, comme ceux qui ont été envoyés en France à la fin de la guerre, etc. Bon, il n'y a pas d'équivoque. Mais c'est pas tous. C'est vraiment une leçon d'histoire, hein, parce qu'en plus on est à quelques jours de la commémoration du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie. Vous savez, quand la première armée française a été créée après la guerre par Delade de Tassigny, De Gaulle lui a dit il faut la blanchir, l'armée française. Ça voulait tout dire. Si vous m'autorisez, peut-être, je vous promets deux, trois dernières questions. Non, mais on passerait des heures avec vous. Il faut la blanchir. Je ne connaissais pas cette expression. Peut-être un mot, parce qu'on parlait de vos liens avec l'Algérie, et de ce peuple qui renaît vraisemblablement toujours de ses cendres. On a eu beaucoup d'espoir, le peuple algérien, et même côté français, on a été très observateurs du mouvement de Hirak, qui a commencé et puis qui malheureusement a avorté à cause entre autres de l'épidémie Covid. Vous étiez un observateur un peu concerné au moment de Oui, bien sûr. Et puis, plus que ça, je dirais que tous les Algériens que je connaissais de ma génération m'ont tous dit qu'ils étaient plus jeunes, mais ils défilaient. Ils étaient dans le Irak. Je crois que ça, c'est ce qui était frappant. Les choses qui m'ont frappé dans le Irak, c'est d'abord, là encore une fois, la discipline. Moi, j'ai marché 2 fois à Alger, 1 fois à Tizi Ouzou, et autant vous dire que ce qu'on voyait à la télévision, c'était déjà assez phénoménal, mais de le vivre. J'ai vu une fois à Alger, sous une pluie battante. Et tous les vendredis, le mardi, les étudiants... Oui, c'est ça. C'est la discipline. Parce qu'on dit toujours les Algériens non. Mais surtout que ça faisait écho au mouvement des Gilets jaunes en France. Le fait de passer devant les hôpitaux, alors de baisser les slogans parce qu'il ne faut pas aller aux hôpitaux, et alors de nettoyer la rue derrière. Quelle leçon de savoir. C'est absolument histoire. C'est des leçons du reste que les militants et militants français n'ont jamais tiré. Pourtant, il y a des leçons là. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi, très intéressant, les slogans. Oui. C'était Ben Midi, c'était Ali Lapointe. Et puis les femmes, les moudjahidettes. Les femmes, les moudjahidettes. Donc, non, c'était, je pense, le Irak est un grand moment de
de cette Algérie qui a été celle de la lutte de libération. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, des générations après. Voilà. Bon, le problème qui est pas propre à l'Algérie, hein, qui est le problème de tous les pays où il y a eu une lutte de libération ou révolution sociale. Il est beaucoup plus facile de mener une libération que de construire un pays. Ça, c'est incontestable, parce que dès que la lutte, dès que 62, quand la lutte finit, les intérêts privés, individuels, ont très vite repris le dessus, le pouvoir, parce que c'est ça, prennent le dessus. Les gens ne sont plus dans cette situation où on est tous ensemble parce que c'est vivre ou mourir. Donc, c'est incomparablement plus difficile. Bon, pour moi, je ne le cache jamais, la révolution algérienne, enfin la lutte de libération algérienne s'est arrêtée à Tripoli. Hein, la scission de Tripoli a cassé le boule. Je ne le dis pas pour autant qu'un était meilleur que l'autre, j'en sais rien, parce que je ne suis pas assez dans les arcanes pour savoir les uns défendre les uns. Je n'ai jamais pu avoir une idée très précise. Mais je pense que le boule était cassé à Tripoli, mais il aurait pu être cassé avant. Heureusement, ça est allé jusqu'à l'indépendance. Après, bon, on entre dans... bien sûr que l'Algérie, comme on est, qui n'est pas celle que beaucoup voulaient, mais en même temps, il y a eu des illusions. Des illusions, par exemple, l'illusion socialiste. Il n'y avait aucune condition dans le FLN pour que l'Algérie soit socialiste au sens économique. Non, parce qu'il ne l'était pas. Les dirigeants du FLN ne l'étaient pas, on peut les prendre en un. On a très vite vu les limites. Il y en a un qui l'était plus que l'autre, mais ça n'a jamais été, on peut voir les textes, depuis le plus beau texte, enfin une des plus belles choses de texte de la Révolution algérienne, c'est la première phrase du manifeste du 1er novembre 1954. À ceux qui auront à nous juger. C'est extraordinaire. C'est pas on va vaincre, on va triompher, à ceux qui auront à nous juger. Je crois que cette phrase, elle symbolise toute la lutte après. Hein. Donc, le jugement sur l'indépendance, et on peut leur donner l'acquis. Mais après, les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. Les meilleurs révolutionnaires peuvent devenir des contre-révolutionnaires ou des réactionnaires. Enfin, alors, je dis toujours oui, l'Algérie. J'ai souvent des discussions, on parle vraiment. J'ai souvent des discussions avec des jeunes qui me disent on n'est pas indépendant. Je dis vous êtes indépendant. Racontez-vous pas d'histoire. Vous êtes indépendant. C'est pas l'indépendance que vous voulez, peut-être, oui, c'est ça. Mais je vous assure que la France, c'est pas la France qu'on voudrait, que je voudrais. Donc ça, c'est autre chose. Mais ne jetez pas l'eau du bain. La lutte de libération, elle a gagné. Et ça, c'est même une des plus belles pages de l'histoire du XXe siècle. Oui. Et c'est pour ça que les générations qui ont défilé, enfin les gens qui ont défilé au moment du ils s'y référaient. Au texte, à la plateforme, au congrès de la Soumam, les principaux, effectivement, dirigeants, et très intéressant, parce qu'ils n'avaient pas choisi forcément les historiques, ils avaient choisi d'autres noms. C'est ça. Donc...